Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va enchaîner avec une autre vidéo. Donc, ça sera une continuité de ce qu'on a déjà présenté. Donc, maintenant, on va commencer le résumé du chapitre. Bien sûr, grâce à votre lecture de l'œuvre et votre lecture du roman, on va pouvoir résumer le contenu de chaque chapitre. Donc, le commencement, ce sera avec le premier chapitre, bien sûr. Donc, le narrateur est un condamné à mort et il est enfermé à Bicêtre. Voilà. Donc, il faut mentionner d'abord que le roman est divisé en trois lieux. Ça veut dire les événements vécus. Donc, ça se passe sur trois parties, donc, bien sûr, différentes. La première partie se passe à la prison de Bicêtre, la deuxième se passe à la conciergerie et la dernière partie se passe à l'hôtel de ville. Du chapitre 1 jusqu'à chapitre 22, on parle de la prison de Bicêtre. Tous les événements, tous les chapitres se passent dans la prison de Bicêtre. Après, à partir du chapitre 22 jusqu'à chapitre 47, on va arriver au deuxième lieu, à savoir la conciergerie. Et il nous reste le chapitre 49, donc ça sera l'hôtel de ville. Donc c'est le dernier lieu fréquenté par l'auteur avant son exécution. Voilà, on revient. Donc, le narrateur est un condamné à mort, bien sûr, c'est le personnage principal. Il est enfermé dans une prison qui s'appelle Bicêtre. Au milieu de sa souffrance, bien sûr, une souffrance, un malheur causé par l'idée de mort. Le narrateur attend la peine de mort. Bien sûr, à cause de cette attente, on va avoir une certaine souffrance, un certain malheur ressenti par le narrateur. Le narrateur pense à sa vie d'autrefois, ça veut dire il fait une comparaison entre son passé et son présent. Son passé était meilleur, était lumineux, était très positif. Mais maintenant, ça veut dire, euh, tant qu'il est un condamné à mort, il a perdu plusieurs choses. Donc le narrateur pense à sa vie d'autrefois où il vivait heureux et libre. Au passé, il était heureux et libre. Une vie qui s'oppose totalement à celle d'aujourd'hui. Ça veut dire maintenant, le narrateur est doublement prisonnier. Il est prisonnier physiquement et moralement. Physiquement, son corps, ça veut dire, on parle du côté physique, son corps est emprisonné dans la cellule d'une prison. Donc on parle de l'emprisonnement physique. Il est aussi prisonnier moralement. Sa pensée est emprisonnée dans une seule idée, à savoir l'idée de mort. Donc, la pensée du narrateur est emprisonnée et renfermée aussi dans une seule idée, et à savoir l'idée de mort, l'idée de la peine de mort. Donc, nota bene, le narrateur a employé plusieurs figures de style pour exprimer sa souffrance et sa misère face à sa situation. Pour nous approcher de sa réalité amère, de sa réalité misérable, le narrateur a utilisé plusieurs figures de style. Par exemple, il a utilisé des hyperboles. Regardez par exemple, donc toujours glacé de sa présence. Le narrateur exprime sa peur causée par l'idée de mort. Il a utilisé une comparaison. Par exemple, lorsqu'il a parlé de la mort, de l'idée de la mort, il a dit qu'il se mêle comme un refrain horrible. Donc, il a comparé l'idée de mort avec un refrain. On dit le refrain d'un poème ou le refrain d'une chanson, qui est bien sûr horrible. Donc, un élément qui se répète. La personnification aussi, il a dit cette pensée infernale, il parle toujours de la pensée de la mort, cette pensée infernale seule et jalouse. Et vous savez tous que donc la jalousie, c'est une caractéristique humaine. Le narrateur ici l'a attribué, l'a donné à l'idée de mort qui est bien sûr une idée donc abstraite qui est loin de la réalité. On passe. Le résumé du chapitre 2. Dans ce chapitre, le narrateur a opéré un retour en arrière. Ça veut dire, avant de terminer la description de sa souffrance causée par la mort, le narrateur va nous faire un petit flashback, un retour en arrière. Il va relater les événements déjà passés.
Donc, dans ce chapitre, le narrateur a opéré un retour en arrière, ça veut dire un flashback, pour parler de quelques événements passés. Il a commencé par son procès, ça veut dire le jour de son jugement, qui a duré 3 jours continus. Il se rappelle aussi de la foule nombreuse. Donc la foule nombreuse, ça veut dire les spectateurs qui viennent assister à la condamnation et au jugement du condamné à mort, de la foule nombreuse qui a rempli la salle du tribunal. Donc le tribunal, vous savez tous ce que ça veut dire le tribunal, ça veut dire le lieu où on donne des jugements, où on attribue du jugement aux accusés, ça veut dire aux gens qui ont commis des criminels. Voilà, donc il a parlé, il se rappelle de la foule nombreuse et du bout de temps qu'il faisait ce jour-là. Donc ce jour-là, ça veut dire le jour de son jugement, il y avait un bout de temps. Il a insisté surtout sur le sentiment de peur qu'il a éprouvé avant et après la prononciation de la condamnation à mort, ça veut dire le verdict fatal, la condamnation à mort ou la peine de mort. Ça veut dire le narrateur a exprimé sa peur envers cette condamnation à mort. Nota bene, donc le narrateur toujours a utilisé d'autres figures de style. Par exemple, il a utilisé une métaphore. Il a dit c'était une machine sur une machine. Dans cette figure de style, il se compare avec la machine. Il a comparé la menotte, donc les menottes qu'il a mis sur les mains. Donc il les a comparées avec son état. Ça veut dire malgré que le narrateur est un être humain, mais il ressemble, dans cet état-là, il ressemble à une machine qui ne sert à rien, et ainsi de suite. Donc, la personnification, il a dit ces jolies fleurs, et ainsi de suite. Tout cela était blanc et pâle. Donc, pâle, donc, avec un accent circonflexe, il nous manque ici, donc un accent circonflexe sur A. Donc, pâle, ça veut dire une caractéristique humaine. Lorsqu'une personne est malade, donc sa peau devient pâle. Ça veut dire on est ici en train d'attribuer une qualité humaine à une fleur. Voilà, la comparaison. Une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. Le narrateur ici compare les spectateurs avec les corbeaux et c'est une comparaison qui a une portée ou une vision péjorative. Donc ça veut dire les spectateurs se réunissent autour du condamné comme les corbeaux qui se réunissent autour d'un cadavre. On passe donc le résumé du chapitre 3. Donc après la prononciation du verdict fatal, donc il faut mentionner toujours qu'on est toujours dans le cadre du flashback, du retour en arrière. Après la prononciation du verdict fatal, le condamné semble accepter sa condamnation. Et on va souligner ce mot-là au début. Ça veut dire que c'était seulement un sentiment périodique. Donc, le narrateur n'avait pas regretté beaucoup de choses. C'est pas tout au long du roman, mais c'est seulement au début du roman. Il ne regrette pas trop de choses dans cette vie où tous les gens sont des condamnés en sursis. Ça veut dire tous les gens, tout l'entourage fréquenté par le narrateur est un entourage qui est condamné à mort. Il ne s'intéresse plus à ce qui va lui arriver par la suite. Donc, il considère que la condamnation à mort, c'est un destin commun entre tous les gens. Nota bene, pour exprimer sa pensée, le narrateur a utilisé beaucoup d'interrogations, ça veut dire des phrases interrogatives, et d'exclamations dans l'objectif de chercher un repos moral et psychologique face à la peur provoquée par la peine de mort qui aura lieu à la place de grève après 6 semaines. Il a aussi utilisé d'autres figures de style comme l'oxymore lorsqu'il a dit par exemple en vérité le jour sombre. On sait tous que le jour bien sûr est très lumineux. Donc il porte beaucoup de lumière, mais on ne peut pas dire un jour qui est sombre. Donc ici vous avez le contraire. Donc entre le mot jour et le mot sombre, ça veut dire qui n'a pas de lumière. Anaphore. Combien sont morts? Combien m'ont devancé? Combien d'ici là peut-être? Donc on a la répétition du mot combien au début de chaque phrase. Donc, comme on l'a déjà vu, comme on l'a déjà étudié, donc ça sera ça sera l'anaphore puisqu'on parle de la répétition d'une expression ou d'un mot au début de chaque. Voilà. Donc chapitre 4. Dans ce chapitre, le condamné se souvient de son transfert à Bicêtre, la première prison où il était emprisonné
pendant 6 semaines. Il nous a décrit brièvement cette hideuse prison. Il était transporté par une horrible voiture noire. Donc, la continuité du flashback, le narrateur se souvient de son transfert. Le narrateur, après sa condamnation à mort, après son procès, il était conduit vers la prison de Bicêtre. Donc, il nous a décrit brièvement, de manière brève, cette hideuse prison. C'est une prison terrible qui fait peur. Il était transporté par une horrible voiture noire et vous pouvez la voir ici sur l'image. Donc, vous avez une voiture noire qui s'intéresse au qu'on l'utilise pour transférer le condamné vers la prison de Bicêtre. Voilà, il faut noter quelques figures de style utilisées dans ce chapitre. Vous avez l'antiphrase, lorsque le narrateur, par exemple, a dit c'est la vie vue de près. Donc ici, lorsqu'il a décrit la prison de Bicêtre, c'était pour lui, bien sûr, une réalité amère, c'était quelque chose qui fait peur, mais le narrateur a utilisé la moquerie, il a utilisé l'ironie pour exprimer que comme il va passer donc d'agréables moments dans cette prison-là. C'est pourquoi il a dit c'est la vie. Ça veut dire c'est comme une personne qui attend donc bien sûr avec chaleur donc la fréquentation de ce lieu-là. C'est pourquoi il a dit c'est la vie vue de près. Ça veut dire Bicêtre du loin, il apparaît un lieu merveilleux. Mais lorsque vous étiez ou lorsque vous viviez au milieu de cette prison, vous aurez ou là vous ressentez la peur et l'effroi et une vie bien sûr qui est tellement amère et tellement misérable. La comparaison, lorsqu'il a dit par exemple, on dirait que les murs une lèpre. Donc il a comparé les murs avec une lèpre et l'outil de comparaison, c'est le verbe dire employé avec le pronom en, pronom indi. Dernier chapitre qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est le chapitre 5. Toujours dans le cadre de flashback, le narrateur nous parle de son arrivée à la prison. Il était choqué de l'argot pratiqué par les prisonniers de Bicêtre. Ça veut dire, on a déjà dit que le narrateur est bien instruit, bien éduqué, il appartient probablement à la bourgeoisie. Ça veut dire il pratique un langage qui est courant, parfois un langage soutenu, mais lorsqu'il était au milieu de la prison, il était choqué par un autre vocabulaire jamais vu par le narrateur. Donc, c'est le vocabulaire argot pratiqué par les prisonniers de Bicêtre. La prison brise, donc c'est un message implicite de la part de l'auteur. La prison brise, ça veut dire elle casse les barrières qui séparent les classes sociales. Lorsqu'on est dans une prison, il n'y a pas de différence entre les riches, entre les pauvres. Cependant, il a réussi à améliorer sa situation autant qu'un prisonnier grâce à sa souplesse. Donc le narrateur, c'est pas un personnage violent, c'est pas un personnage qui est nerveux, donc c'est un personnage qui est donc tellement gentil, tellement sympa, et il a utilisé sa souplesse et quelques mots de latin à améliorer sa relation avec les prisonniers. Pendant ce chapitre, le condamné a appris de nouveaux mots associés au vocabulaire argot pratiqué en prison. Par exemple, la Sorbonne pour dire la tête. Ça veut dire, dans la prison, il y a un autre vocabulaire pratiqué entre les prisonniers. Donc, le narrateur a appris quelques mots pratiqués par les prisonniers en prison. Par exemple, la Sorbonne pour dire la tête. Vous avez la monteuse pour dire la langue. Donc, la langue, ça veut dire l'outil avec lequel on parle. Et le tôle pour dire le bourreau. Le bourreau, c'est le personnage concerné ou chargé de faire couper la tête du condamné à mort. Et vous avez la conne pour dire la